Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la canicule n'est pas en train de vous tuer et que on va tous s'en sortir. Je reviens vers vous pour vous parler et vous donner lecture de quelques extraits d'un document qui a joué les fantômes pendant presque 3 ans, un document dont j'ai entendu parler, dont vous avez peut-être entendu parler, une plainte qui me concerne, dont mon avocat m'a dit je me suis renseigné dans les tribunaux, la plainte a l'air d'exister. Et elle me concerne, et elle est grave parce que publiquement les gens en parlent. Et moi, j'ai jamais eu accès à son contenu. Et je trouve ça... c'était une situation très désagréable de savoir qu'une plainte existe, de savoir qu'on en parle, y compris publiquement, et de ne pas pouvoir savoir ce qu'il y a dedans. Et j'ai fini par en avoir connaissance. Je vous dirais... je vous livre maintenant l'info clé, c'est que je suis poursuivi en diffamation par Aberkan pour la dernière vidéo qui lui concerne sur la chaîne, où je reparle de l'affaire de sa thèse plagiée, parce que j'y peux rien. Il y a eu un comité d'éthique qui a rendu un verdict, c'est comme ça, la thèse est plagiée et je n'y peux rien. Et pour me pourrir vraiment jusqu'au bout et pour m'empêcher de parler, d'abord, il a changé d'avocat, et ça c'est une des choses les plus intelligentes qu'il ait fait dans sa vie, Aberkan, de changer d'avocat, parce que la plainte, avec un avocat qui est quand même, qui m'a l'air plus doué, la nouvelle plainte est plus solide, elle est mieux rédigée, mais dans cette plainte ils ont glissé des pièces qui sont censés amener les juges à trouver que la plainte est justifiée et qu'ils ont raison. Et dans cette plainte, ils ont glissé la thèse d'Aberkan, comme s'il était question que la justice juge la qualité de la thèse et la réalité du plagiat, alors que c'est pas sa prérogative. Mais ils ont également cité cette plainte-là. Et donc je me retrouve dans les pièces d'un autre procès avec le contenu de cette plainte, alors qui est, je ne sais pas dans quel état elle est, si elle finira par être instruite et suffirait par en être notifiée. Mais voilà, je suis au courant de cette plainte, elle est dans les pièces, et donc j'ai parfaitement le droit de vous en parler et de vous en livrer lecture. Je ne pense pas que ça porte préjudice à ma défense. Pourquoi est-ce que cette plainte-là, je pense que vous en avez entendu parler? C'est parce que lors de mon passage assez calamiteux chez André Berkoff, il avait été question de cette plainte à un moment donné, c'était en novembre 2022. J'explique que Aberkan se vante sur les réseaux parce que c'est ici, c'est en avril 2022, 3 plaintes vont être adressées, il le redit en juin, il le redit en novembre, il se vante que cette plainte existe pour atteindre ma réputation, et moi je ne peux pas me défendre parce que je ne sais pas de quoi je suis accusé, et c'est ce que j'ai dit à André Berkoff. Je serai poursuivi pour association de malfaiteurs, apparemment, c'est très grave, c'est passible de 5 à 10 ans de prison. Ouais. Et donc, il paraît qu'il a porté plainte, et moi je n'ai pas de preuve de ça. Alors attendez, moi j'ai la preuve. Ah, vous avez la preuve qu'il a porté plainte? Ah oui. Ben, c'est une nouvelle, c'est très bien. De constatation de votre plainte, de la plainte d'Idriss Aberkan contre vous, avec constitution de partie civile. Déposé le 27 octobre 2022. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas eu, avec effectivement harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse, association de malfaiteurs. Mais c'est ce document-là, la feuille. Je peux vous dire, cette plainte a été déposée, mais non, la justice suit son cours. Moi, Voilà. Berkoff n'a pas menti, Berkoff n'a pas inventé quelque chose, je ne le soupçonnais pas de cela, même si j'ai des griefs par ailleurs. Et donc on avait cette info, cette plainte existe, et enfin je peux vous en livrer lecture. Donc plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes, dont moi, donc on va regarder ensemble. Et donc juste, je vous rappelle le contexte, c'est qu'on a un personnage public avec 1 million d'abonnés sur YouTube, pardon. À l'époque, il en avait peut-être 700 000, en tout cas beaucoup déjà, qui répète que des plaintes vont être adressées donc, à Wendy Boisnard, ancienne livreuse à domicile, Thomas Durand, youtubeur, Samuel Blamisseray, youtubeur, et Dalibor, ça c'est psychédélique. Il le répète plusieurs fois, et il fait des threads où il explique qu'après des mois d'enquête supplémentaires, le cabinet Roch Avocat de Maître Desvisio a saisi en mon nom le doyen des juges d'instruction et le procureur de la République de plusieurs plaintes. Il pose un peu les personnages, comme ça, il adore faire du name dropping, pour association de malfaiteurs, dénonciation calomnieuse et diffamation. C'est la jeune ténor, maître Amel Bouchareb, associée et étoile montante du cabinet, qui sera en charge principale de ces plaintes, et que l'on peut d'ores et déjà qualifier de colossal. Alors, colossal, c'est un dossier de 19 pages, qu'elle a en effet signé à côté de celle de Divisio. J'aimerais savoir combien Aberkan a payé Divisio pour ça. Les bruits de couloir me font dire que c'est au moins 10 000 balles.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va rigoler ensemble. Voilà. On peut rigoler, c'est Idriss qui paye. Ils sont visés par des plaintes, donc il redonne les noms. Thomas Durand et sa bande se trouvent par ailleurs suspects numéro 1 dans une enquête préliminaire ouverte en République du Sénégal. La gendarmerie remettra son rapport au procureur cette semaine. C'était en juin 2022. Mais bon, l'enquête du Sénégal, on est 3 ans plus tard, j'ai pas eu de nouvelles. Donc ici, il nous dit quoi? Il parle d'Astronome Geek, qui a également partagé les choses. Donc il insulte Wendy, il insulte Astronome Geek, qu'il ne peut pas par son intelligence. Voilà. Il déploie un narratif pour expliquer qu'il y a des gens qui s'entendent entre eux pour lui vouloir du mal. Et que ces gens sont des gros nuls, sont d'anciennes livreuses, sont de simples youtubeurs. Voilà. C'est des gros nuls qui ne devraient pas avoir le droit de poser un œil critique sur son travail, la science zététicienne, et ça fait suite au grand coup de filet qu'il annonçait, etc. Il a même ajouté, autant pour moi, Durand est sur le coup de 5 plaintes pénales, et ça donnait lieu à des blagues, hein, les fameuses 5 plaintes dans 3 pays différents, 3 en France, une au Sénégal, et une en Suisse, avec 3 plaignants différents. Et donc, ce qui est amusant dans l'affaire, c'est que depuis juin 2022, il y a Aberkan ici, il y a moi ici, il y en a un des deux qui a été condamné en Suisse pour avoir été peu regardant avec l'argent de ses collaborateurs. C'est des gens qui bossaient avec lui qui l'ont attaqué en justice. Voilà. C'est pas des ennemis idéologiques, hein. C'est les gens avec qui il travaille, qui considèrent que c'est un peu un filou, voire beaucoup un filou. Voilà. Bon, il a fait appel, il est donc nouveau présumé innocent. On verra bien ce qui se passe, mais se dit le parquet aussi a fait appel parce qu'il pense qu'il n'a pas été condamné assez sévèrement. Bref, le contexte, c'est un personnage public, complotiste, qui promeut des idées dangereuses sur la santé publique, mais qui doit avoir le droit de s'exprimer. Ça, je ne lui ai jamais contesté, mais qu'il n'est pas tellement content que d'autres aient la liberté d'en faire autant. Et donc, tout cela est essentiellement une procédure bâillon, où la victime principale, la cible principale, c'est la liberté d'expression. J'en étais victime avec Annie Lobé, je fais appel actuellement, ça recommence ici, enfin voilà. Alors je ne vais pas vous lire les 19 pages, parce que ce serait chiant, parce que la prose de Divisio n'est pas assez superbement élégante pour qu'on ait envie de tout lire. Mais en gros, Aberkan et sa société Scanderia, ayant pour avocat Maître Divisio et Maître Bouchareb, portent plainte contre Thomas Durand, Wendy Boisnard, Dalibor Stanislavski et Samuel Busseret. On est tous les 4 concernés. J'ignore si mes co-prévenus, mes co-accusés auront envie de vous en parler. Et donc, voilà, il y a plusieurs volets. Il y a un volet sur le cyberharcèlement, un volet sur la dénonciation calomnieuse et un volet sur l'association de malfaiteurs. Et, alors, j'ai regardé, mon avocat qui m'a envoyé le document, parce que c'est lui qui l'a reçu, m'a dit que vous n'allez rien y comprendre et c'est pas votre faute. Et j'ai demandé à une IA d'analyser le texte pour avoir un peu un regard analytique sourcé. Et donc, le bilan, la conclusion de l'IA, je peux vous le livrer. La plainte signée par Maître Divisio est, sur le plan strictement professionnel, un document juridiquement faible, stratégiquement douteux et rhétoriquement outrancier. Elle illustre une tendance inquiétante à instrumentaliser la justice pour régler des conflits d'image ou de réputation dans la sphère publique, au détriment de la liberté d'expression et du sérieux du droit. Donc voilà, le droit n'est pas pris au sérieux, n'est pas respecté par ce type de plainte. Sur le cyberharcèlement, donc on rappelle que les faits sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et je vais lire des extraits du code pénal pour vous rappeler que le cyberharcèlement est un vrai problème et que j'en sais quelque chose. Pour en être victime, en fait, de la part de différentes personnes, dont certaines prétendent être, elles, victimes de ce qu'elles font subir aux autres. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure à ou égale à 8 jours, etc. etc. Donc, c'est sérieux, et si c'est vraiment ce dont est victime M. Aberkan, il faut qu'il puisse porter plainte, il faut qu'il puisse se défendre et demander justice. Donc, pour justifier cette plainte, on nous explique qu'il y a eu, de ma part, publication de plusieurs vidéos
et de messages Twitter, dans lesquels je parle de cela. C'est mon travail de critiquer les discours trompeurs, les discours pseudo-scientifiques. Donc évidemment, je revendique le droit de l'avoir fait. Et du reste, la plainte ne relève aucun propos contenu dans ces vidéos. Il se contente de lister les vidéos, la date de publication, le nombre de vues et le nombre de commentaires. Et c'est tout. La plainte est absolument vide par rapport à ces vidéos. Leur simple existence constituerait donc un cyberharcèlement. Je crois que c'est cette faiblesse-là qui a fait que la plainte n'a pas abouti à ce jour. Donc, je regarde à nouveau un œil sur ce que l'IA m'a fait comme analyse de cela. Elle me dit que le délit de harcèlement suppose des comportements ou agissements répétés qui portent atteinte à ses droits et à sa dignité. Et ce rappel jurisprudentiel, me dit l'IA, est correct. Mais la démonstration de ces comportements dans le cas de Durand ou des autres est inexistante. C'est ce que je viens de vous dire. Le texte se contente de lister 4 vidéos critiques sans jamais établir qu'elles comporteraient des attaques personnelles injurieuses. Elle relève d'une critique des actes publics d'un personnage médiatique, ni qu'elle soit destinée à provoquer une altération de la santé ou des conditions de vie. Bon, voilà. Et puis, elle rajoute donc la vidéo de Wendy Boissnard, et c'est ça, en fait, qui est au cœur de l'affaire. C'est là qu'il faut que je m'arrête 5 secondes. Ceci, c'est la vidéo de Wendy. Enquête sur Idriss Aberkane et ses entreprises, philanthropie ou arnaque. C'est cette vidéo-là qui a justifié la mise en branle de cette plainte. C'est à cause de cette vidéo qu'on nous accuse, nous en groupe à plusieurs, d'être des malfaiteurs associés qui veulent détruire ce monsieur. Et donc cette vidéo l'énerve prodigieusement. Et donc je considère que probablement, alors c'est pas une preuve, hein, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette vidéo qui tape juste. Elle a fait 300 000 vues, j'en suis bien heureux pour Wendy. Je ne peux que vous conseiller d'aller la voir si vous voulez comprendre ce qui se passe. Et donc c'est cette vidéo-là qui est au cœur du problème. Et cette vidéo serait constitutive d'une infraction de cyberharcèlement. Je reviens sur la vidéo de la Tronchambier. La vidéo de la Tronchambier Masterclass en imposture compte 564 000 vues et pas loin de 13 000 commentaires d'internautes, bien loin d'être élogieux. Le fait que les commentaires ne soient pas élogieux justifierait cela. Donc je regarde l'analyse de l'IA. Cette statistique est utilisée pour appuyer une qualification pénale, mais le volume d'audience ou les commentaires d'internautes ne peuvent être imputés à l'auteur du contenu, sauf à démontrer une incitation ou orchestration directe, ce qui n'est pas le cas dans la plainte ni dans la réalité du reste. Et dans la vidéo de Wendy, ce qu'on lui reproche, c'est d'appeler aux internautes, de les implorer, de les encourager à diffuser massivement ces publications mensongères et à signaler les prétendus agissements délictueux de M. Aberkane. Cela constituerait un harcèlement et une dénonciation calomnieuse. Problème, l'appel au signalement n'est pas interdit en soi, sauf s'il est mensonger ou infondé, et c'est ça qu'il faudrait prouver. Et cette plainte est abyssalement vide de preuves. Elle fait beaucoup d'économies dans la démonstration. Je suppose que ça aurait coûté plus cher de travailler. Sur la dénonciation calomnieuse, donc des pages 8 à 13, on a une citation d'un article de justice, le 226-10 du Code pénal. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision déclarant que le fait n'a pas été commis. Or, la plainte ne présente aucune décision judiciaire, disciplinaire ou administrative ayant déclaré fausse une quelconque accusation portée par Wendy Boissnard ou n'importe qui. Donc, les conditions de recevabilité de cette plainte ne sont pas remplies. Bon, c'est pas grave. Donc, on n'a aucun élément qui montrerait que Wendy ou les autres, on aurait dénoncé des choses en sachant que c'était pas vrai. La plainte est vide, la plainte est très vide. Alors, je vous rassure, il y aura des choses amusantes vers la fin. Que je garde vers la fin, parce que sinon cette lecture n'aurait vraiment rien d'amusant et pas grand-chose d'intéressant. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe et de la nullité totale. Si jamais un jour il vous faut un avocat, il faudrait faire un choix éclairé. Maintenant, on en arrive à la partie sérieuse, à la partie délit d'association de malfaiteurs, parce que là, on est sur quelque chose de grave, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai évoqué cette plainte-là chez Berkoff. Remettons les choses en place. Hein. La qualification d'association de malfaiteurs est historiquement utilisée pour le terrorisme,
pour le trafic de stupéfiants, pour le grand banditisme ou pour des projets criminels structurés. Et elle suppose quoi? Il y a des conditions. L'existence d'un groupement structuré ou d'une entente stable en vue de commettre des crimes ou délits graves punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il ne suffit pas de dire il y a 4 personnes, elles ont mangé au restaurant ensemble et depuis sur Internet, elles mettent des likes les uns sur les autres sur des commentaires qui disent du mal de moi. C'est pas agréable. Hein. Non, c'est parce que se mettre d'accord, même si on se mettait d'accord pour dire du mal de quelqu'un, c'est pas un délit passible d'au moins 5 ans de prison, donc ça ne peut pas rentrer dans le cadre d'un délit d'association de malfaiteurs. Et donc, accuser des vidéastes web, critiques, lanceurs d'alerte, des journalistes, des gens indépendants qui critiquent vos travaux, d'un tel délit, en fait, ça constitue un détournement manifeste de l'esprit de la loi. C'est très très irrespectueux de la loi et des magistrats qui doivent se taper ce type de lecture, et donc je compatis avec eux, au moins un petit peu. L'argumentaire tient en ceci: il n'est pas nécessaire pour caractériser l'infraction que soient identifiés tous les membres de l'association délictueuse à laquelle l'individu a poursuivi s'était agrégé. Il a pu n'en connaître qu'un petit nombre, et cela suffit du moment que l'existence du groupement, son activité et ses buts sont clairement établis. D'accord ? S'agissant plus précisément de l'entente, il n'y a de participation punissable que si une entente s'est dégagée entre les individus réunis et a débouché sur la décision d'agir ensemble pour la commission d'infractions, même si les délits envisagés ne sont pas encore déterminés d'une façon précise. Dans l'affaire, il y a pseudélique. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on aurait débouché sur la décision d'agir ensemble, Sam, Wendy, moi et pseudélique? Le mot de délire qu'il y a dedans. Bref. Peu importe également qu'un des prévenus n'ait connu de l'association qu'un seul de ses membres du moment qu'il a fait sien ses objectifs et voulu en faciliter l'action. Il n'est pas nécessaire que ces faits matériels soient établis à l'aide de constatations effectuées avant que les malfaiteurs passent à l'action. Ils peuvent aussi résulter d'éléments apparaissant après la mise à exécution du projet délictueux. D'accord ? Ça ne concerne en rien ce qui s'est passé. C'est assez fou, hein. C'est assez fou. Et la partie la plus folle arrive ici, en fait. C'est ce qui m'est reproché à moi, parce que j'ai réagi à tout ça dans la vidéo qui s'appelle « Idriss Aberkane atomise les Z ». Regardez bien. Il est patent qu'il existe une véritable collusion entre au moins 3 protagonistes, Madame Wendy Boisnard, Monsieur Thomas Durand et Monsieur Samuel Busseret. S'agissant de Thomas Durand et Wendy Boisnard, dans une vidéo, Idriss Aberkane atomise la zététosphère, publiée sur YouTube, la chaîne intitulée La tronche en billet, dont il apparaît qu'elle appartient à Monsieur Durand. Ce dernier tient les propos suivants. Écoutez bien. C'est un article que j'ai écrit et qui s'appelle Masterclass en imposture, qui est la retranscription de la vidéo qui porte le même nom, et dans laquelle je dis « Enfin, selon une source du genre de celle qu'on ne divulgue pas, la justice française s'intéresse aussi à la fiscalité divergente qui entoure les activités de M. Aberkane. » La source, c'était Wendy, avant que sa vidéo ne sorte. Elle m'avait autorisé à donner ces quelques infos. Et donc, Divisio et l'autre mettre en gras. Donc, j'annonçais le travail de Wendy qui allait sortir tout en précisant que je n'allais pas donner d'informations sur la source. M. Aberkane, nous explique aussi que, et apparemment c'est très important, Wendy Boisnard, ça se prononce Boisnard, pas Boinard, ce n'est pas très grave, je peux comprendre qu'on ne le sache pas. Fin de citation. Donc là, ce qui est mis en évidence, c'est le fait que je sais comment on prononce le nom de Wendy. Et que ça s'écrit Boisnard et que le S se prononce. Alors que Aberkane prononce Boinard. Ils ont trouvé judicieux de mettre ça, ça montre qu'ils avaient vraiment beaucoup d'éléments à charge. Les citations nouvelles. Peut-être qu'un jour, on aura recours à ces services, puisque c'est légal d'engager un ou une détective pour enquêter. Ce n'est pas un problème en soi. Donc là, dans la vidéo, j'expliquais que peut-être qu'un jour, je pourrais avoir recours pour mon travail de zététique au talent d'un ou d'une détective, notamment Wendy, ce qui sous-entend que j'ai pas eu recours à ces services au moment où je prononce la phrase quand même. Peut-être que...
si les avocats allumaient leurs neurones avant d'écrire des choses, ça ne serait pas dans la plainte. Autre extrait, on n'a pas du tout commandité, piloté, engagé Wendy pour ça, et je ne suis à aucun moment intervenu dans le script de ces vidéos. En revanche, je lui ai demandé de me dire quelles étaient les grandes lignes de ses découvertes pour pouvoir en dire quelques mots alors qu'elle était en train de bouger dans l'enquête et qu'elle allait faire c'est quoi? Ces vidéos. Elle a mis 2 mois à faire ces vidéos. C'est un peu long, mais c'est mieux de sortir les vidéos quand elles sont prêtes. Et c'est là que ça devient dingue. Ça devient fou. Je vous jure, j'étais pas prêt. Maintenant, vous pouvez choisir de ne pas me croire. Après tout, vous n'avez que ma parole. Je pourrais vous mentir. Je pourrais être l'instigateur. Je pourrais avoir payé cette détective pour déterrer les sombres secrets financiers d'Idriss Aberkane. Je vous suggère de considérer que cette hypothèse soit vraie. Vous comprenez ce que je fais là? Plus tard. Admettons que c'est bien moi qui sois le patron de Wendy, qui l'ai embauché et qui lui a demandé de faire une enquête. Qu'est-ce que ça change au résultat de l'enquête? Fondamentalement, c'est vrai. Quand bien même j'aurais demandé à Wendy de travailler, ça ne change pas rien au fait que le travail existe, que la vidéo est faite et qu'elle est étayée comme elle l'est faite. Autre citation, l'enquête est à charge, d'accord. Mais si l'enquête met en évidence des choses, des bizarreries, des incohérences, tout ce qu'on voit dans sa vidéo, c'est indépendant du fait que je la paie ou que je ne la paie pas. En gras. Encore une fois, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du contre-feu, de dire non, ne vous intéressez pas à ce que disent ces gens, regardez, c'est toute une machination de gens qui veulent la peau d'Aberkane, etc. Bon, ça ce sont les extraits. Regardez maintenant l'acrobatie de l'athlète de haut niveau, Fabrice Divisio, à moins que ce soit Amel Bouchareb qui soit l'autrice de cette partie-là, j'en sais rien, mais enfin bon, écoutez. Monsieur Durand reconnaît ainsi sans équivoque que Madame Boisnard travaille ou a travaillé étroitement avec ce dernier, allant même jusqu'à admettre que c'est lui qui est à l'origine de son travail, sous-entendant qu'elle ait pu être rémunérée par ce dernier pour son travail d'enquête. Mais sans déconner, vous vous rendez compte du truc? Je fais un raisonnement par l'absurde en vous expliquant que quand bien même l'accusation qui est fausse serait vraie, ça ne changerait rien au contenu du résultat de l'enquête. Et ces avocats utilisent cette phrase pour essayer d'obtenir des juges qu'ils croient que j'ai avoué que c'est moi qui payais Wendy. Donc là, il y a quelqu'un qui prend les juges pour des cons, en fait. Et pour des gros cons velus, hein. Parce que là, bon, on a déjà vu des plaintes débiles qui arrivent à terme. Donc, ma foi, ça peut se tenter. Et donc, voilà, ça c'était le clou du spectacle. Alors après, il publie un extrait avec des photos où là, il y a moi et ici, il y a Wendy parce qu'on s'est croisés au REC à Toulouse, après tout ça. Hein. Et puis, il fait référence au fait que Wendy et Sam sont en couple et que ça poserait problème. Voilà. Puisqu'ils sont en couple, ça prouve qu'il y a des problèmes. Donc, vous vous rendez compte, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on est dans un niveau de what the fuck, d'une profondeur abyssale, et c'est tout ce qu'on a, parce que le reste élément moral, enfin, il n'y a rien. Cette plainte, il n'y a rien dedans. Et donc, c'est du temps de justice qui a dû être consacré à lire ces trucs-là. Alors, il n'y a que 19 pages, heureusement, mais je trouve ça complètement dingue. Alors, je reviens à l'analyse de l'IA sur ce texte. Il n'y a pas besoin d'une expertise juridique spécifique. Enfin, si quelqu'un veut faire une analyse, je veux bien fournir le document à un professionnel. Mais en gros, il se passe quoi? Il se passe qu'on a affaire à une charge infamante qui assimile des gens critiques à des comploteurs. Dans la plainte, l'argument de Divisio repose sur 3 choses. Des interactions publiques entre vidéastes, des partages, des tweets, des références croisées, une relation sentimentale entre 2 des mis en cause, Boisnard et Busseret, et des critiques convergentes visant les activités ou les discours d'Aberkane. Or, aucun de ces éléments ne constitue en soi une infraction.
encore moins un projet criminel organisé. Parce que l'association de malfaiteurs, c'est criminel, en fait. Donc, utiliser cette incrimination revient à suggérer que critiquer la même personne avec des collègues ou des amis, c'est déjà se regrouper en réseau criminel. Et là, ça change le droit. Et donc, c'est une dérive très dangereuse pour la liberté d'expression, les gens. On a affaire à une instrumentalisation du droit pénal à des fins d'intimidation. Ça me paraît évident, ça me paraît clair. Et je remercie le nouvel avocat, M. Bibo, d'avoir fourni ça, parce que ça, je vais suggérer à mon avocat qu'on le glisse dans les autres plaintes où moi j'explique que je suis la cible d'intimidation, d'attaque, d'agression numérique de la part d'Aberkan. Ceci en est un nouvel élément. Merci beaucoup de me l'avoir fourni. Cette qualification donc d'association de malfaiteurs permet de faire peur aux mis en cause, parce que la peine encourue est lourde, d'obtenir des actes d'instruction étendus, perquisition, convocation. Alors ça n'a pas eu lieu, mais ça aurait pu avoir lieu. On a vu des gens qui débarquent chez les médecins autour du Covid, après des dénonciations de François, par exemple, des trucs, Madame Costagliola en a témoigné, des trucs crades, et ça permet de jeter le discrédit publiquement sur des gens, donc moi. Donc le but ici, c'est une arme procédurale, utilisée non pour faire respecter un droit, mais pour punir des adversaires en les soumettant à la violence de la machine judiciaire. C'est un acte, je crois que c'est Aberkan qui utilise l'expression de terrorisme intellectuel. On est dans du terrorisme judiciaire, du terrorisme intellectuel, parce que Aberkan, lui, il a largement les moyens de payer 10 000 euros, même pour une plainte aussi merdique que ça. Et on sait qu'il a multiplié les plaintes, il est gavé de thunes à ne pas savoir qu'en faire, cet homme-là. Et donc, il est capable d'éreinter, d'épuiser ses opposants. J'ai la chance, encore une fois, merci beaucoup, d'avoir un fonds de justice géré par l'Astec. J'en suis, à l'heure actuelle, à quasiment 60 000 euros de frais. Toute affaire confondue, il reste 40 000 euros à peu près dans l'escarcelle. Mais imaginez un tout petit peu. Évidemment que si je n'avais pas votre soutien et si je n'avais pas l'assurance d'avoir un fonds qui permet de prendre cela en charge, évidemment que ces procédures-là auraient abouti à ce que je change mon travail. J'aurais abandonné probablement le débunkage pour me contenter peut-être de parler de vieilles affaires de l'an 813, comme un ovni à Lyon, aller regarder le Bureau du Bizarre, qui est un format que j'adore, mais dans lequel je ne prends pas de risques, en fait. Là, mon but, c'est pas que je prends des risques parce que ça m'amuse, mais parce que je pense que c'est important. En fait, de ne pas laisser un boulevard à des gens qui disent n'importe quoi, notamment lorsque, par ailleurs, ils ont des diplômes dont certains sont vrais, et ils ont été adoubés par les grands médias, et ils passent pour des génies. Parce qu'il y a une destruction du lien de confiance que le public peut avoir envers les informations les plus fiables, qui est de nature à tuer les démocraties. C'est ce niveau de gravité-là, en fait. Donc, je ne pense pas que Aberkan, à lui tout seul, va tuer la démocratie. Mais l'économie parallèle de l'intelligence à laquelle il participe, oui, c'est très dangereux, à tous les niveaux. Et à mon petit niveau à moi, j'essaie d'agir et on me punit fort pour ça. Merci pour votre soutien. Partagez la vidéo si elle vous paraît utile. Dans les commentaires, vous restez gentil, vous restez poli. Il n'est pas question, évidemment, que qui que ce soit aille harceler M. Aberkan ou Divisio ou Boucharem, ou Mme Boucharem. C'est pas le but. Le but ici, c'est de vous rendre compte de ce qui se passe. Maintenant, moi, je pense que la vraie pression, elle repose sur la justice. Quand il y a des procédures abusives de ce type-là, que des avocats prennent les juges pour des gros cons, abusent du système dans le but de détruire la liberté d'expression, qui est l'arme dont nous avons besoin collectivement pour vivre dans une société libre, je pense qu'on aurait besoin que la justice, et peut-être que les pouvoirs publics fassent des articles 40, que quelque chose se passe pour qu'on protège les gens qui, comme moi, font un travail critiquable, mais honnête, et respectueux de la loi, en fait. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'il se passe. J'aimerais que les magistrats
dans cette affaire comme dans les autres, comprennent ce qui se passe, parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qui est à l'œuvre, ce qui est en jeu, peut-être qu'ils ne voient pas les chiffres de l'audience des gens comme Aberkan, François, Raoult, etc. Et donc, du coup, on n'a pas de réaction en proportion. Voilà. Je suis relativement confiant pour mon cas personnel, mais je ne peux plus être optimiste pour notre société si la justice échoue à jouer le rôle qu'elle doit jouer maintenant. J'aimerais que ce soit une parenthèse et que la vie numérique soit un peu moins le Far West dans l'avenir. Mais là, on vit une parenthèse dans laquelle on a besoin que la justice pose des limites, pose des règles pour que notre usage du numérique ne soit pas n'importe quoi. Il y a des règles à la télé, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a des responsabilités. Et on l'a vu, le cas avec CNews, avec Hanouna, il y a des amendes sévères qui tombent. Peut-être que maintenant, il est nécessaire que ce type de responsabilité s'applique sur Internet. Là-dessus, je vous laisse. Bonne fin de canicule. Bon courage pour la suite. Merci pour votre soutien. Le travail sur cette chaîne et la chaîne secondaire et la principale existe parce que vous me soutenez. Je vous glisse comme ça entre nous que les algorithmes de YouTube enfouissent complètement la chaîne. Les vues sont en berne. Alors soit le travail a baissé en qualité, soit je deviens vieux et je suis moins sexy et je m'intéresse moins, soit il y a le fait que l'algorithme, et c'est un des suspects principaux, ne met plus en avant, ou met moins en avant les contenus en dehors de ceux qui sont polémiques, comme celui-ci. Et donc, si vous aimez le travail de fond qui est fait, c'est-à-dire pas celui où je dois me débattre dans les filets de la justice, mais celui où je fais de la zététique, on fait de la vulgarisation et on partage des connaissances. Si ça vous paraît important, j'ai vraiment besoin que vous fassiez l'effort de partager davantage le travail, les vidéos, et que vous alliez repêcher d'anciennes vidéos que vous avez aimées, que vous les partagiez tout l'été, jusqu'à la rentrée et jusqu'au mois de décembre. Voilà, on se fait un marathon où on partage des contenus qui vous plaisent de la tronche en biais sur tous les réseaux, jusqu'à Noël. Ça m'aidera beaucoup aussi à garder le moral. Parce que ça, c'est pas garanti, je vous assure. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je vous fais des bisous, évidemment. Prenez soin de vous et à très bientôt.